Monsieur le directeur de l'aéroport international de Genève, Madame la chef de l'OFSP, chers collègues, chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir dans cet auditoire. J'aimerais saluer les personnes présentes, mais aussi toutes les personnes qui vont suivre cette conférence, cette table ronde à distance, grâce à nos équipes de techniciens qui rendent cette transmission possible. Vous le savez sans doute, cet événement s'inscrit dans le 100e anniversaire de l'aéroport de Genève, un anniversaire un peu particulier cette année, puisque, vous le savez, il a été fortement affecté évidemment par le Covid. C'est un premier événement, deux autres événements vont être également organisés avant la fin de l'année. Au mois de novembre, nous aurons le plaisir d'avoir Monsieur David... Monsieur Boschberg, je ne sais pas si c'est David, je ne suis pas certain. André Boschberg, merci. Pilote de Solar Impulse, qui a été le pilote qui a parcouru les plus longues distances, le plus haut, avec un avion mu par l'énergie solaire. Et puis ensuite, nous aurons le 17 décembre une conférence de Monsieur Lundgren, qui est le CEO de EasyJet, sur la thématique de la réduction des gaz à effet de serre, une thématique particulièrement importante pour notre université, puisque nous avons l'année dernière mis en place un plan de réduction des gaz à effet de serre de 50% d'ici l'année 2030. Donc cet événement, cette dernière conférence célébrant le 100e anniversaire de l'aéroport international de Genève sera particulièrement intéressant pour notre université. Dans le monde actuel, les migrations, évidemment, sont un vecteur de transmission du virus, et dans ce cadre-là, les aéroports, pas seulement celui de Genève, mais dans le monde entier, peuvent être un véhicule, évidemment, de transmission. Et il y aura évidemment de très nombreuses questions ce soir pour notre directeur de l'aéroport international de Genève, mais également pour des questions de santé publique. Et je suis particulièrement heureux de saluer ce soir professeur Antoine Flao, présent avec nous ce soir, et puis monsieur Didier Pittet qui sera en duplex avec Paris, puisqu'il vient de rendre aujourd'hui même d'ailleurs son rapport au président Macron sur la situation du traitement du Covid en France. Donc on aura la possibilité d'avoir cette vision de deux experts sur les politiques publiques à mettre en place pour combattre ce Covid. Et puis également, j'aimerais saluer ici ce soir Madame Virginie Masseret qui a fait le chemin de Berne dans une période particulièrement chargée pour elle aussi partager ses visions et ses politiques en matière de protection sanitaire, des bons comportements qu'on peut avoir non seulement dans les aéroports, dans les avions, mais également de manière plus générale dans le cadre de la société. Donc sans plus attendre, j'aimerais passer maintenant la parole à Madame Romaine Jean, notre présidente de l'association des alumni de l'Université de Genève, qui va modérer ce débat avec son brio habituel. Et je vous remercie de votre présence et vous souhaite une très bonne soirée. Merci infiniment. En présentiel dans cette salle avec toutes les précautions sanitaires voulues bien sûr, et puis en ligne via Facebook où l'on nous suit sur la page de l'événement également. Vous pourrez tout à l'heure poser vos questions. Merci à nos invités que je présenterai tout à l'heure. Le thème de ce débat: comment les aéroports contribuent-ils à lutter contre la propagation des maladies et de la pandémie? Question d'une brûlante actualité, évidemment, puisque le monde vit au rythme de la Covid, puisque de tout temps, on le sait, les épidémies se sont transmises, ont emprunté les routes maritimes, les routes commerciales et aujourd'hui, dans le monde globalisé, les routes aériennes. Alors, comment les aéroports participent-ils aujourd'hui à la lutte contre la Covid-19 ? Un débat qui a un aspect sanitaire, bien sûr, mais qui a aussi un aspect économique, sociétal. On rappellera tout à l'heure l'importance de l'aéroport de Genève pour Genève et pour la Suisse. On le sait, le trafic aérien et l'aéroport de Genève sont aujourd'hui lourdement impactés par la situation sanitaire. Nos invités, Madame Virginie Masseret-Spicher, bonsoir.
chef de la section contrôle de l'infection à l'Office fédéral de la santé publique à Berne, donc en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Merci à vous d'être présente ce soir. J'imagine que vous avez beaucoup de travail ces jours-ci. C'est le cas? Oui, en effet. Merci pour l'invitation. De toute façon, ça me fait plaisir d'être là. André Schneider, directeur général de l'aéroport de Genève, on l'a rappelé tout à l'heure, qui fête cette année ses 100 ans. Didier Pittet, qui est avec nous en duplex de Paris et qui va pouvoir rester avec nous jusqu'à 19h50, 18h50, pardon. 19h 18h50, voilà, excusez-moi. Car, vous le savez peut-être, il a rendu aujourd'hui même à l'Élysée son rapport sur la manière dont nos voisins français ont lutté contre la pandémie. Il a plusieurs titres, infectiologue, épidémiologiste, professeur à l'Université de Genève, bien sûr, mais aussi aux hôpitaux universitaires de Genève. Il est également médecin frontière pour l'aéroport de Genève et responsable du programme de l'OMS Clean Care et Safer Care. En duplex, donc avec nous par Zoom de Paris, et on l'entendra tout à l'heure. Et puis, monsieur Antoine Flao, bonsoir. Bonsoir. Docteur en médecine, professeur à l'UNIG et directeur de l'Institut de santé globale, spécialiste de la modélisation mathématique des maladies transmissibles. Alors, ma première question est pour vous, André Schneider, 100 ans de l'aéroport de Genève. On a envie de vous demander comment allez-vous, comment se porte l'aéroport de Genève qui, comme tout aéroport, est lourdement impacté aujourd'hui par cette pandémie. Alors je commencerai par dire que moi personnellement ça va pas trop mal, même si je dirais la pression est, comme pour tout le monde, très importante. Pour l'aéroport en ce moment, ma foi, on vit relativement peu. Aujourd'hui nous sommes à quelques 15% du trafic de l'année passée. Nous avons passé en début août jusqu'à 35%. Quand on n'avait encore pas toutes ces mesures de pays à risque et des quarantaines, on a clairement vu maintenant, on a atteint un niveau de ça qui fait que l'attractivité de voyager est pratiquement partie parce que les gens n'ont pas vraiment envie de voyager quand ils doivent, en revenant, passer 10 jours en quarantaine. Je dirais, nous, notre difficulté, c'est quelque part de quand même se préparer à une reprise. Je pense que tous les experts sont d'accord que le trafic aérien va reprendre. Probablement, ça va prendre plusieurs années. Alors nous devons nous assurer que c'est disponible, parce que quelque part, il ne faut pas oublier que Genève Aéroport, même si pour beaucoup de gens ici, peut-être aussi, c'est un lieu où on peut aller pour ses vacances, mais c'est quand même aussi un moteur très important pour l'économie de la région, pour la vie sociétale, mais aussi pour la Genève internationale. Nous sommes à la base d'à peu près 33 000 postes, et nous générons à peu près 4,1 milliards de valeur ajoutée par année, pendant la phase normale, et nous avons presque 5000 arrivées diplomatiques pour la Genève internationale. Alors nous remplissons vraiment plusieurs rôles, et ça fait partie aussi un peu de notre DNA, ADN historique, parce que la décision de créer un aéroport était en même temps que Genève s'est présentée pour accueillir l'Assemblée de la Société des Nations, qui d'ailleurs est venue en 1920 ici. Et là, la Suisse et le militaire suisse s'est posé la question comment on pourrait offrir vraiment une attractivité supplémentaire, qui s'est vite décidé d'avoir un aéroport. Et pour ceux qui habitent proche de l'aéroport et en souffrent, à l'époque, l'aéroport était à peu près à 4 km de la frontière extérieure de la ville. Aujourd'hui, nous sommes quelque part pratiquement dans la ville. Et c'est clair que ce n'est pas toujours très facile, mais vu l'exiguïté autant du canton de Genève, mais aussi du terrain autour de l'aéroport. Il faut quand même savoir la partie nord-est de l'aéroport et de la frontière avec la France. C'est-à-dire nous sommes bien, et au sud, on a l'autoroute et le train. Alors voilà. Et c'est clair, on se pose beaucoup de questions parce que, comme vous l'avez dit, la transmission des maladies est un point important. Et je pense que les aéroports ont beaucoup dû s'adapter pour différents risques. Je rappelle juste ce qui s'est passé après les attentats à New York. On a dû grandement augmenter la présence de contrôle, sûreté contre des attaques terroristes. Et on prévoit déjà, ce qu'on a déjà vu un peu avec le SRAS,
on va aujourd'hui développer des protocoles supplémentaires. D'ailleurs, déjà aujourd'hui, l'OACI a défini un protocole pour assurer que l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, c'est-à-dire c'est notre organisation onusienne, ils ont défini une certification pour les aéroports, pour justement définir comment on doit gérer un aéroport pour être à la hauteur de répondre aux besoins d'une crise comme Covid. Et je suis assez heureux de pouvoir dire que Genève Aéroport est un des premiers aéroports, alors le 68e pour être tout à fait sûr, du monde d'avoir cette certification. Donc, vous avez donné 2 chiffres extrêmement importants. On est aujourd'hui à 15% du trafic d'il y a un an, et j'imagine avec la deuxième vague, ces chiffres vont encore baisser ou sont en train de baisser. Les gens ont peur ces temps-ci? En fin de compte, ce qu'on voit, c'est que quand même avec l'effort assez considérable qui est fait autant par les aéroports et les compagnies aériennes, nous, on a plutôt l'impression que les gens ont aujourd'hui compris que depuis l'entrée dans un aéroport jusqu'à la sortie de l'aéroport à la destination, il y a un effort très, très considérable qui est fait pour les protéger. C'est clair, après, les activités qui prennent derrière sont tous, autant que les activités qu'on peut faire ici, vecteurs de risque de s'infecter. Et de ce fait-là, aujourd'hui, ce qui retient les gens de plus en plus, c'est justement cette manque de visibilité ou d'alignement des règles, qu'est-ce qu'il faut faire dans les différents pays. Ça devient très, très compliqué. Et si on veut s'illustrer, il y a un site de la Communauté européenne qui donne pour tous les pays quelles sont les règles par pays. Et je peux vous dire, ça vous fait le tournis. Et deuxièmement, c'est clairement, en tout cas pour la Suisse, c'est les décisions de quarantaine, c'est-à-dire la définition de pays à risque. Aujourd'hui, 70% des passagers qu'on a eus en juillet étaient pour des destinations qui sont aujourd'hui des pays à risque, c'est-à-dire qui demandent 10 jours de quarantaine après coup. Et c'est clair que là, on voit directement avec la décision, le nombre de passagers tombe, et ça tombe typiquement sur ces vols-là. Et par exemple, dernier exemple, la Suisse vient de déclarer le Canada comme un pays à risque. Ben, le vol de Air Canada a été arrêté ce lundi parce qu'il n'y a plus de passagers. Voilà, on va vous laisser dialoguer tout à l'heure sur cette politique de quarantaine. Donc, 2 chiffres importants, 15%, c'est-à-dire que le trafic est pratiquement tombé. Et l'importance de Genève, de l'aéroport pour Genève, c'est 33 000 emplois directs ou indirects. Enfin, Genève et la Suisse romande, plus largement. Alors, je me tourne maintenant vers Didier Pittet, qui est avec nous en Zoom de Paris. On l'a énuméré tout à l'heure, les différentes fonctions de Didier Pittet, mais médecin d'aéroport, donc en contact direct avec vous, Monsieur André Schneider. Bonsoir. Voilà, on ne vous entend pas, mais on va vous entendre. Alors, j'ai une question très simple à vous poser, Didier Pittet, qui intéresse quand même tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'il est dangereux, selon vous, de voyager? J'ai envie de prendre l'avion. Est-ce que je peux le faire en toute sécurité aujourd'hui, si je prends certaines précautions, bien sûr? Alors, Monsieur Pittet, je crois qu'on ne vous entend pas, malheureusement, dans cette salle, mais ça va probablement s'arranger. Non, on ne vous entend pas. Alors, je vais vous poser la question à vous, Monsieur Flao, cette question toute simple, vous, scientifique. J'ai envie de voyager, est-ce que je peux le faire en toute sécurité aujourd'hui? Alors, bonjour Didier, déjà, je pense qu'on aurait répondu la même chose sur cette question. Mais peut-être aurons-nous Didier Pittet. Alors, Monsieur Pittet, on m'entend? Ah ben voilà. Donc, je répondrai. Alors, on va privilégier Monsieur Pittet pour l'instant, puisqu'il va nous quitter plus tôt. Donc, vous m'entendez? Vous m'avez entendu tout à l'heure ma question? Oui, voilà. Je vous entends. Voilà. Alors, écoutez, j'espère qu'on m'entend maintenant. Et clairement, le fait de voyager dans un avion ne fait pas courir de risque. Le risque est extrêmement faible éventuellement et ne dépend pas du tout du fait de voyager en avion. Il dépend plutôt de l'activité qui précède la montée dans un avion et des activités qui suivent la descente de l'avion. Nous avons, avec l'aéroport, travaillé déjà depuis le mois de mars et le mois d'avril. Je vous rappelle que nous avions conservé des vols avec la Chine et que tout s'est magnifiquement bien passé et que finalement, ce qui est le plus important, c'est plutôt
ce sont plutôt les activités qui ont lieu avant et après le voyage. Donc, il n'y a pas de danger lié au fait de voyager dans un avion, c'est bien clair, surtout aujourd'hui que toute une série de précautions sont prises à la fois dans l'aéroport d'arrivée et de départ, de même que, bien entendu, dans l'avion même, avec les mesures barrières dont je rappelle qu'elles sont extrêmement simples, l'hygiène des mains, le respect de la distance sociale, et quand cette distance sociale ne peut pas être maintenue, on rajoute le masque. Donc, pour répondre à votre question, en espérant que j'ai été entendu, non, il n'y a pas de risque en soi lié au voyage en avion, pas plus qu'il y en a lié au voyage en train, par exemple. Alors, une autre question, professeur de M. Didier Pété, une autre question. Est-ce que vous diriez que l'aéroport de Genève est équipé aujourd'hui pour permettre à chacun de prendre l'avion en toute sécurité? Alors écoutez, s'il ne l'était pas, vous pourriez m'en vouloir, puisque nous avons travaillé avec André, main dans la main avec les équipes de l'aéroport, pour équiper complètement l'aéroport pour que la réception des passagers soit adéquate et que pour le départ des passagers soit adéquat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons maintenu les voyages avec la Chine au plein, à l'acmé de l'épidémie au mois de mars et au mois d'avril. C'est finalement l'absence de passagers qui, au bout du compte, a fait que la fréquence des avions a été ralentie, mais André en parlera bien mieux que moi. Donc, oui, cet aéroport, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait été, en guillemets, certifié, parce que nous avions à cœur qu'il le soit. Donc, à vous entendre, il y a une sorte de, puisqu'on sait que le trafic a été quasi paralysé, il y a une sorte de psychose qui n'a pas lieu d'être, qui est peut-être liée aux quarantaines. Et qu'est-ce que vous pensez de cette politique des quarantaines, c'est-à-dire un certain nombre de pays qui sont mis sur des listes rouges, et je vais passer la parole tout à l'heure à Madame Masseret. Est-ce que c'est une politique qui est utile pour lutter contre la propagation de la pandémie, ou est-ce que c'est une politique un peu aléatoire et dans le fond pas très utile? Alors, cette politique a été instaurée de manière finalement très aléatoire, puisqu'au fond, on a fixé des seuils. Ces seuils ont d'abord été fixés à 50, puis à 60, et puis à 100, et puis par nouveaux cas, par centaines de milliers de personnes de population. On peut les corriger par millions si on veut, peu importe. Et ces chiffres ont été fixés de manière relativement aléatoire au début, ce qui fait que ça a rapidement pénalisé les pays dans lesquels l'intensité du dépistage était pratiquée. C'est-à-dire que plus on fait de tests, plus on découvre de cas, vous le savez, on le sait tous. Et évidemment, ces seuils ont été fixés, et encore une fois, je le dis, de manière relativement aléatoire. Aujourd'hui, on le sait, finalement, ce n'est pas le fait d'avoir un nombre de nouveaux cas par centaines de milliers de populations, mais plutôt tout ce qui est lié aux activités. Tout dépend ce que vous faites, bien entendu. Vous prenez certainement plus de risques d'aller à Genève pratiquer certaines activités sociales que finalement d'être au plein cœur de Paris dans un bureau. De même, la Sardaigne a récemment été mise sur liste rouge, et suivant où vous êtes en Sardaigne, évidemment que le risque sera complètement différent d'un endroit à l'autre de la Sardaigne, pour ne prendre que la Sardaigne comme exemple. Voilà. Alors, on ne va pas pouvoir en discuter extensivement, mais il y a quelque chose de totalement aléatoire et qui, en plus de ça, n'a pas rapport avec la question de voler d'un pays à un autre. On peut voyager de manière différente, et au fond, la stigmatisation sur le voyage en avion est malheureusement quelque chose qui a un impact certainement dramatique, non seulement sur l'économie, mais sur les crises qui vont suivre cette crise économique, les crises sociales, la crise sociale par exemple. Et je crois que ces échanges entre les pays, pour peu que ces échanges aient de bonnes raisons d'être, ne doivent au contraire pas être interrompus, parce que tant au départ la gestion de la crise était essentiellement sanitaire, au moment où il fallait préserver les systèmes de santé et s'assurer à ce que, au fond, on puisse continuer à prendre en charge des malades, autant maintenant la crise, elle doit être gérée sur un niveau tout à fait horizontal, transdépartemental, en faisant une pesée d'intérêt
entre, bien entendu, l'impact sanitaire, mais également l'impact économique et social de la crise. Alors, on va permettre à Madame Virginie Masserech-Spicher de répondre. Et on compatit d'ailleurs, Madame Spicher, parce que vous êtes au cœur, d'abord en première ligne dans la lutte contre cette pandémie, et au cœur de ce débat aujourd'hui où on doit pondérer dans le fond les aspects sanitaires, et ça c'est évidemment votre travail, et les aspects économiques, sociétals de cette pandémie. Et vous avez des pressions qui vous viennent d'un peu partout, des milieux économiques, notamment contre ces listes rouges, contre les quarantaines. Qu'est-ce que vous répondez dans le fond à ce que vient de dire M. Pittet? Oui, bon, c'est vrai que c'est pas facile de trouver la meilleure solution pour éviter que des voyageurs voyageant dans des zones très affectées par le virus l'amènent en Suisse. On sait très bien que le problème de ce virus et le problème des pandémies en général, c'est justement ça, c'est que le virus ne reste pas à l'endroit où il a émergé, il essaime dans le monde entier, évidemment par les voyageurs. Et c'est pas nouveau, c'est une vieille histoire qui a toujours existé depuis que les êtres humains voyagent, ils transportent des virus. Et donc, la première intention, c'est de se dire il faut stopper ça, quoi. Il faut stopper les gens qui promènent le virus avec eux, il faut éviter qu'ils l'amènent ailleurs. On n'a pas réussi à le faire. On aimerait bien le faire aussi sans conséquences économiques. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé la révision du règlement sanitaire international après la première crise du SRAS, donc le premier SRAS de 2003, c'était de faire en sorte que, sur le plan international, on puisse prévenir la propagation des maladies et la maîtriser, y réagir par une action qui soit proportionnée et qui évite de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. Donc c'est clair que l'intention des autorités de santé publique, ce n'est pas d'entraver l'économie, mais quels moyens a-t-on de limiter la propagation des virus par les voyageurs? Alors, parlons précisément de ces pays à risque, par exemple. Je crois que vous l'avez dit, Monsieur Schneider, c'est une des raisons qui explique, dans le fond, que les gens ont peur et ne voyagent plus. Est-ce qu'on pourrait assouplir cette politique? Est-ce qu'elle se justifie? Comment la justifiez-vous? Alors, ça reste un instrument quand même important de signaler cette quarantaine pour les gens qui ont voyagé dans des zones très affectées. La définition est difficile à donner. Le nombre de cas pour 100 000 habitants sur 14 jours... Pour tout un pays, on a bien vu que c'est un peu discriminatoire quand la répartition de la maladie est différente selon les régions. Donc c'est pour ça qu'on a aussi défini des régions. Est-ce que c'est justifié ou pas? Oui, on pense que ça a eu un effet. Ça a eu un effet pour ralentir en tout cas l'importation du virus. D'une part par son effet dissuasif, qui est malheureusement ce qui a un impact sur l'économie. Aussi les voyages, et d'autre part parce que même si la proportion de personnes revenant d'un pays affecté qui finalement en tombent malades, donc s'avère effectivement avoir été infecté, paraît très bas, 1 pour 200, ça reste quand même bien supérieur au risque pour une personne vivant en Suisse de développer la maladie, puisque c'est environ 1 pour 2000. Donc voilà, ça a quand même un impact et un intérêt. Je vais un peu refaire le tour. Monsieur Flauck, sur cette question, utilité de ces listes de zones à risque, de mise en quarantaine, quel est votre avis? Alors, tout d'abord, peut-être si je peux me permettre de revenir sur la toute première question, c'est-à-dire que l'avion est-il dangereux de voyager? J'abonderai ce qu'a dit Didier Pittet. Je dirais presque que probablement la carlingue d'un avion est l'un des endroits les plus sûrs en matière de filtration de l'air vis-à-vis du coronavirus. C'est-à-dire que Boeing et Airbus ont confirmé ces jours-ci que le renouvellement de l'air dans un avion est tel qu'il assure un air d'une très très grande sécurité. Vous savez qu'il faut un renouvellement d'air au moins 6 fois par heure pour permettre d'avoir un air qui est le moins affecté possible par l'aérosolisation, c'est-à-dire les petites gouttelettes de postillons qui flottent dans l'air plusieurs heures sinon, et qui doivent être éliminées le plus vite possible.
Aujourd'hui, les trains à grande vitesse, les trains modernes le permettent, et les avions, en faisant un renouvellement qui est supérieur à donc il est tout à fait... On peut voyager sans danger. Alors après, on a vu en particulier, ça s'est vu aussi avec ce coronavirus, ça s'était déjà vu avec le premier coronavirus du SRAS. On avait vu dans un vol entre Hong Kong et Pékin des gens qui avaient été contaminés par ce coronavirus, qui n'est pas le même, mais qui ressemble, dans un avion. Mais c'était un long courrier. Donc on a toujours je dirais, l'exposition au risque est quand même liée à la durée d'exposition au risque. Donc sur un moyen courrier ou sur un court courrier, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord, mais je ne crois pas qu'il y ait sur des courts courriers et des moyens courriers de rapports sur combien on a aujourd'hui, plus de 35 millions de cas rapportés. Je ne crois pas qu'il y en ait qui soient survenus dont la contamination est en avion. Sur des longs courriers où l'exposition peut être beaucoup plus longue, si vous êtes à côté de quelqu'un qui est infecté par le coronavirus et que vous ne portez pas de masque, je pense qu'il peut y avoir un risque de transmission. Donc vous dites, en tout cas sur les vols européens, et je crois que les vols européens sont terriblement affectés par la crise actuelle, si vous permettez. Disons, surtout à Genève, où 95% de nos passagers sont pour des destinations européennes. Et c'est clair aussi, encore plus pour les vols intercontinentaux, parce que tout simplement, nous sommes en Europe, on était encore, en tout cas dans une certaine phase, un peu aligné avec l'évolution du virus, qui a permis quand même d'avoir des règles, en tout cas dans un premier temps, plus d'ouverture, mais quand même très longtemps, on a eu beaucoup de pays intercontinentaux ou de vols intercontinentaux où on ne pouvait tout simplement pas venir en Suisse, où il y avait des restrictions très importantes. Et c'est clair que là, ça devient très compliqué. Prenez le Canada, même avant que la Suisse l'a déclaré comme pays à risque, le Canada avait imposé une quarantaine de 2 semaines depuis très très longtemps. Et je peux vous dire, même pour des amis qui doivent voyager entre Montréal et Genève professionnellement, j'ai eu un collègue qui est le directeur général de ACI, c'est l'association de tous les aéroports mondiaux. Il a en 95 jours, il a fait 45 jours de quarantaine, et je veux dire là, on est à la limite de ce qu'on peut réellement gérer. Alors, Monsieur Flao, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, spécialiste des modélisations mathématiques. Fermez les frontières, dans le fond, parce qu'on pourrait se dire, il y a aujourd'hui un virus qui est dangereux, qui se propage, fermons les frontières. Est-ce que c'est utile? Si vous me permettez, Madame Jean, j'ai vu Didier Pittet lever la main. Et oui. Comme vous ne le voyez pas, je me permets de... Oui, je ne le vois pas. Alors, Didier Pittet, oui. Je vous laisse... Je voulais simplement... vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui. Je voulais simplement ajouter un élément qui me paraît important par rapport à ce qui a été dit. Si on revient à la réalité de l'épidémiologie sur le terrain à Genève, qu'on connaît très bien, où on a la chance de pouvoir essayer de déterminer à chaque fois les chaînes de transmission et où on peut en déterminer environ 8 sur 10, c'est-à-dire 80%, on met avant tout 30% des transmissions et des contaminations au sein des familles, environ 20% dans la famille du travail, si je peux l'appeler, donc au travail, et puis ensuite un 15% dans les activités sociales. Et vous savez qu'au mois de juillet, on avait un 60% lié aux discothèques, et c'est pour ça qu'on a fermé les discothèques. Mais on n'a pas mis en évidence de situations liées au voyage. Et je crois que c'est très important de bien réaliser que épidémiologiquement, au jour d'aujourd'hui, en tout cas à Genève, on n'arrive pas, même si on le recherche, à mettre ceci en évidence. Et je crois que c'est fondamental de bien le comprendre. On a la capacité en Suisse de surveiller ce qui se passe. Et pour l'instant, même si on n'a pas fait de détection dans les aéroports, ce qui est une chose qu'on avait discuté au mois de juin et qu'on voulait mettre en place au mois de juillet, pour différentes raisons, ça n'a pas été mis en place de manière à pouvoir détecter la problématique, comme ça se fait ailleurs dans certains endroits. Aujourd'hui, on n'a pas de données épidémiologiques pour dire que les voyages en avion sont un problème à risque. Et Antoine Flao vient de le dire, le risque est infime, voire inexistant lorsqu'on voyage dans un avion. Le risque est simplement lié à ce qu'on fait avant et après, avant le départ et après le retour de ces destinations. Alors, Madame Masseret, je crois que vous vouliez réagir à ce que vient de dire Didier Pittet. Oui, il y a quand même clairement eu, quand on parle de transmission dans des familles, il y a aussi des gens qui sont infectés dans leur famille parce qu'ils ont
voyager justement pour aller participer à des fêtes de famille dans leur pays d'origine, retrouver leurs familles et leurs amis, en particulier dans les Balkans. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à introduire cette quarantaine. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'importations par des voyageurs dans ces régions-là. On sent tout de même une dissension, Madame Masseray, entre peut-être Genève, ville internationale, ville avec un aéroport important, et peut-être l'Office fédéral de la santé publique, qui est peut-être soucieuse, qui a peut-être d'autres intérêts ou d'autres paramètres en tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, ce n'est pas vraiment une dissension entre nous, c'est simplement, effectivement, les données dont on dispose varient d'une personne à l'autre, la qualité de données, etc. En l'occurrence, on a une très bonne collaboration, par exemple, puisqu'on parle de ça, avec l'aéroport de Genève, avec les médecins d'aéroport. C'est un réseau qui fonctionne très bien, où on a pu vraiment, grâce à ces réseaux, créer trouver des bonnes collaborations pour mettre en place ce qu'il fallait mettre en place. L'aéroport joue un rôle très très important aussi pour l'information aux voyageurs. C'est une des premières choses qu'on met en place quand il y a ce genre d'épidémie. L'OFSP est content que l'aéroport puisse accueillir les panneaux d'affichage et d'information pour les voyageurs. Ça, c'est primordial, par exemple. Qu'est-ce que vous attendez dans le fond? Parce que le thème de ce débat, c'est comment les aéroports peuvent-ils lutter contre la pandémie. Qu'attendez-vous de l'aéroport de Genève, en l'occurrence? Alors d'abord cette information, bien sûr, en particulier aussi par rapport à ces quarantaines de retours de voyage. L'affichage des listes de pays affectés à l'aéroport est extrêmement important, avec les numéros de téléphone, etc. Et puis, en principe, l'aéroport doit être prêt aussi à collaborer pour récolter, par exemple, les cartes d'information sur les coordonnées des voyageurs pour qu'on puisse les retrouver au cas où il y a une personne qui s'est révélée contagieuse sur un vol. L'aéroport doit aussi mettre à disposition les espaces pour faire éventuellement des dépistages à l'arrivée ou au départ des voyageurs. On a fait quelques expériences avec ça, en particulier pour la Suède, à un moment donné, ou selon les demandes des différentes compagnies d'aviation. Précisément, on va peut-être avancer. Comment sortir de l'ornière, les uns et les autres? Aujourd'hui, le trafic est paralysé. Il y a effectivement une pandémie qui se transmet aussi par les transports. Alors, André Schneider, on évoque des tests, peut-être des tests rapides. Comment sortir de l'ornière? Comment relancer la machine, relancer l'économie tout en préservant la santé des Suisses et de la population? Je dirais d'abord ce qui était dit, de continuer cette bonne collaboration qu'on a autant avec l'OFSP qu'avec le Médecins de Frontières. D'ailleurs, juste pour corriger une remarque de mon collègue, on a déjà commencé en janvier de discuter de la Chine très en avance, et je dirais ça, c'est très important. Après, nous, ce qu'on aimerait, c'est on n'est pas médecin, alors on ne va pas dire aux médecins qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. Mais on aimerait être plutôt un partenaire avec qui on peut discuter essayer, je dis bien essayer, des nouveaux moyens qui sont en train d'apparaître, soit sont-ils des tests PCR, soit sont-ils des tests courts qui sont en train de tester. Des tests PCR, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les tests PCR, là, je laisse les spécialistes parler. Peut-être, je laisse là. Oui. Alors, écoutez, Didier Pittet, un des moyens, les tests PCR, de quoi s'agit-il? Oui, je pense que tous ceux qui en ont bénéficié, ou certains diront qui l'ont subi, le connaissent. C'est-à-dire que c'est ce fameux test diagnostique qui est fait soit au fond des fosses nasales, soit dans la gorge, pour détecter la présence du virus. Alors, on a ce type de test qui prend 24 à 48 heures pour donner un résultat. Et s'il est positif, ça veut dire que vous êtes porteur ou infecté par le virus. Malheureusement, ce test, quand on le répète, même si le virus est mort, après 1 semaine ou 2 semaines, il peut être toujours positif, mais disons que c'est quand même un test diagnostique important. Et ce test peut aussi être utilisé comme test de dépistage. Le dépistage se fait quand quelqu'un n'a pas de symptômes et on veut savoir si par hasard il est porteur asymptomatique du virus. Ça, c'est une première catégorie de tests. Il y a une autre catégorie de tests dont on parle beaucoup maintenant, puisqu'ils sont en
en test, si vous me permettez l'expression, au laboratoire de virologie des maladies virales émergentes à Genève. Ce sont les tests rapides qui sont un peu moins sensibles, c'est-à-dire que de temps en temps, ils seront dits négatifs, alors qu'en fait, ils pourraient être positifs. Mais pour du test, disons, rapide, qui est effectuable en 20 à 30 minutes, ça pourrait être un des moyens pour finalement faire du dépistage qui permettrait d'éviter que certaines personnes ne prennent l'avion ou voyagent. Donc ça, c'est une possibilité. Certaines compagnies de voyage en bateau ont mis des protocoles extrêmement stricts et ont déjà repris des voyages en bateau et pratiquent ce test de manière régulière de façon à retirer des bateaux actuellement les personnes qui seraient éventuellement positives et de pouvoir les différencier. C'est évidemment une autre discussion, mais comme vous le savez, le bateau est un milieu extrêmement confiné, si je puis dire. C'est un milieu à risque et le business ou l'économie a pu reprendre pour certaines de ces compagnies, moyennant des protocoles extrêmement stricts. Je dirais que les compagnies suisses et Lufthansa sont déjà dans une réflexion très active par rapport à l'utilisation de l'un ou l'autre de ces tests pour pouvoir reprendre dans des conditions encore plus sécuritaires les vols. Alors qu'on vous comprenne bien, je veux prendre l'avion, j'arrive à l'aéroport de Genève, je fais un test rapide. Au bout de combien de temps ai-je les résultats? 10 minutes, un quart d'heure? Alors, en théorie, en 20 minutes à une demi-heure, mais évidemment que si vous êtes 150 personnes les unes derrière les autres, ça va prendre 150 fois 15 minutes. Donc l'idéal, ça serait plutôt que vous fassiez un test 48 heures avant d'aller à l'aéroport pour que vous ayez le résultat et qui certifie que vous soyez positif. Et dans ce cas-là, vous feriez l'autre type de test qui est encore plus sensible. Donc pour vous dire, il y a différentes façons d'utiliser ces tests. Donc l'aéroport de Genève pourrait, dans le fond, assurer la sécurité absolue en disant les gens qui volent sont des gens qui ont leur test et qui ne sont pas porteurs. Disons, c'est un peu ce qu'on aimerait au moins qu'on commence à envisager et tester. Et juste pour dire, on discute déjà aussi sur des possibilités opérationnelles de pouvoir faire des tests en parallèle, c'est-à-dire et c'est pas l'aéroport qui fait, hein, je veux dire, on n'est pas habilité, ni c'est pas du tout notre, mais avec des laboratoires ou autres, c'est quelque part de réfléchir aussi maintenant, si on veut faire ça dans une plus grande échelle, quel est l'impact opérationnel pour pouvoir faire ça. L'idée, c'est pas de créer tout d'un coup un grand groupe qui va attendre de faire le test ou qui attend les résultats, qui de nouveau devient un vecteur à risque de s'infecter, mais que quelque part, on peut l'intégrer dans le processus de l'enregistrement. Comme aujourd'hui, vous faites le contrôle sûreté dans le processus de l'enregistrement. Et l'idée étant, mais là, comme j'ai dit, nous ne sommes pas médecins, nous voulons plutôt chercher la collaboration parce que finalement, ce qu'on a entendu avant, c'est le comportement avant et après le voyage. Et finalement, nous, ce que aimeront faire les aéroports, mais aussi les compagnies aériennes, c'est d'augmenter encore plus ou de faire plus de contrôle sur quand les gens reviennent ou ils partent, qu'ils ne sont pas déjà porteurs de la maladie et sont de ce fait-là déjà, on voudrait quelque part pouvoir assurer, dans les mesures de possible naturellement, et ça demande certainement des pilotes et un essai, dans quelle mesure on pourrait aller vers, comme on fait aujourd'hui avec le contrôle sûreté, où finalement, quand vous avez passé le contrôle sûreté, je peux garantir que la personne ne porte pas sur elle des armes, des explosifs et autres, qu'on pourrait dire, avec un certain protocole de test, on pourrait dire, cette personne, elle est en tout cas pour la durée du voyage, elle n'est pas porteur du virus. Alors on va voir les réactions. On pourrait éviter que ces gens-là, en fin de compte, vont dans un avion, c'est-à-dire on fera après une interdiction de prendre l'avion si vous n'êtes jamais positif. Et de ce fait-là, on coupera aussi un peu cette problématique qu'on ne sait jamais si cette personne était dans une fête de famille à l'autre bout ou d'où elle vient. Donc on va voir la réaction. Donc ça pourrait être une manière qui pourrait être rassurante pour tout le monde de se dire, d'une part, les vols ne sont pas dangereux et je ne suis pas dangereuse non plus pour les autres passagers. Mais est-ce que ça marche? Si vous permettez juste l'avis médical, Monsieur Flao, que généralisation des tests rapides. D'abord, si j'ai bien compris, ces tests ne sont pas encore disponibles aujourd'hui, mais sont en test. Qu'en pensez-vous, Monsieur Flao? Oui, je pense que ces tests rapides vont changer la donne dans la gestion de la pandémie.
parce que, comme l'a dit Didier Épithet, les tests PCR ne sont pas confortables, ils ne sont donc pas tellement à recommander de répéter de façon très, très fréquente. Alors que si l'on disposait de tests rapides, ces tests seraient plus faciles à répéter, sont très peu chers et sont rapides. Donc permettraient peut-être même à terme d'être presque fait à la maison. C'est vers cela que l'on tend. Donc je pense qu'en effet, si l'on avait à disposition des tests même un peu moins performants, parce que je vous ai entendu parler de sécurité absolue, je pense qu'il ne faut pas viser la sécurité absolue, c'est une sorte de chimère, et si on vise une sécurité absolue, on n'arrivera jamais à reprendre la vie comme avant, ou peut-être pas jamais, mais avant vraiment longtemps. Il faut être très pragmatique. Les Japonais, qui sont particulièrement pragmatiques dans la gestion de cette pandémie, et qui ont le taux de mortalité le plus bas de l'OCDE, plus bas encore que celui de la Finlande ou de la Norvège, en rapporté par habitant, ont des attitudes très pragmatiques. Et ils ne visent pas l'élimination totale du virus, ils visent la réduction maximale du portage du virus. De la même façon, on a vu que les conditions de vol dans un avion, dans la carlingue de l'avion, sont extrêmement sécurisées. On a vu que les aéroports font beaucoup d'efforts pour que les conditions d'acheminement jusqu'à l'avion soient le plus sécurisées possible. On sait très bien qu'en revanche, une fois que les gens débarquent, retrouvent leur famille, etc., ils peuvent avoir des comportements à risque. Donc on peut comprendre pourquoi un pays veut se protéger de zones très à risque où la circulation du virus est très élevée. Là où ça devient plus questionnant, c'est quand, par exemple, aujourd'hui, je crois qu'on est à 150 cas pour 100 000 habitants en Suisse, et que l'on interdit d'aller en Vénétie, où il y a juste un peu plus de 60 cas pour 100 000 habitants et qui est devenue la zone rouge, ou la Sardaigne, comme l'a dit tout à l'heure Didier Épithet, ou la Corse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui partiront en vacances en Corse vont revenir et se mettre en quarantaine dans un pays qui finalement est plus dangereux que celui qu'ils ont visité. Donc il y a des incohérences. Et en fait, ce que je veux souligner, c'est plutôt que moi, ce que je loue, c'est l'agilité de la Confédération, de l'OFSP et des cantons dans cette pandémie. Ils ont su mettre en œuvre des politiques fortes, très rapidement, quand ça s'imposait, mais ils ont su aussi, au moment du déconfinement, les lever, ces mesures. Je fais confiance qu'aujourd'hui, la Confédération, qui a dû mettre ces mesures à un moment où l'épidémiologie en Suisse était très basse, elle était au-dessous de 60, et il fallait se protéger. On n'allait pas importer des virus de l'étranger. Et il faut aujourd'hui que la Confédération voit que l'épidémiologie a changé, et qu'au moins, en tout cas dans l'espace Schengen, on n'a pas trop de marches importantes qui justifient que des quarantaines continuent à être imposées à ceux qui viennent de ces zones de la zone Schengen, en particulier des zones qui sont d'épidémiologie à peu près équivalente. Je vais profiter de poser une dernière question au professeur Épithet qui doit nous quitter par la suite. Concernant toujours ces fameux tests qui sont actuellement tests, dites-vous, qui seront prêts, est-ce qu'on peut déjà annoncer une sortie prochaine de ces tests qui changeront beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens? Oui, bien sûr, ça a été déjà annoncé par le laboratoire de virologie de référence qui est à Genève. Il va s'agir de quelques mois seulement pour valider ces tests. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs compagnies qui en produisent, et donc c'est un spectre de quelques mois. On pourrait aussi, bien entendu, faire d'emblée avec les tests existants qui sont un peu plus désagréables, mais qui peuvent se faire aussi dans le fond de gorge. C'est d'ailleurs fait dans un certain nombre de pays, bien entendu, tant au départ qu'à l'arrivée, avec une stratégie qui nous permettrait à la fois d'identifier éventuellement les sources potentielles de certains clusters, mais surtout de permettre de faciliter les voyages et les échanges. Je crois savoir d'ailleurs que l'Union européenne s'est enfin décidée à aborder le dossier, puisqu'il s'agit d'un dossier de politique internationale et de relations internationales. Et je crois savoir, alors qu'on l'avait demandé déjà à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, anticipant finalement ce genre de situation, qu'il y a un début de réflexion qui est fait, et j'espère qu'il pourra être fait le plus rapidement possible. Didier Épithet, vous qui étiez au plus fort de la pandémie en mars, en avril, au front,
à l'hôpital, sur le terrain, si j'ose dire. Que pensez-vous du climat actuel autour de cette pandémie? Vous savez qu'il y avait plus ou moins unanimité à l'époque pour saluer la politique fédérale. Aujourd'hui, cette unanimité se craquelle quelque peu, notamment pour ces questions de quarantaine ou de liste rouge ou de dangerosité ou non de la pandémie. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Écoutez, je crois que oui, l'approche qui a été choisie en Suisse, d'ailleurs, on s'est permis de résumer finalement l'efficacité et la prise en charge de cette pandémie, y compris en comparaison internationale. Et la Suisse, c'est un des 3 pays qui s'en sort le mieux en Europe, de très loin. Et je pense que tout ceci peut être loué. C'était une approche qui était évidemment verticale. Il s'agissait d'avoir une approche verticale. Le déconfinement en Suisse s'est extrêmement bien passé. Probablement qu'il y a eu un relâchement pendant l'été, à la fois des gens qui avaient besoin de vacances et peut-être de certains cantons qui n'ont pas réalisé tout à fait à quel point il faudrait faire comme on dit, du contact tracing en très mauvais français. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où maintenant, il faut évidemment accélérer à la fois la campagne qui résulte que chacun finalement applique les mesures, le test, parce qu'il faut qu'on teste à très large échelle, et quand on est innovateur dans les cantons, il faut l'être, notamment avec du testing mobile, et de manière à connaître toujours mieux, identifier toujours mieux ces chaînes de transmission et soutenir la santé publique afin que ces chaînes de transmission soient comprises et soient interrompues. Je crois que c'est ça absolument l'essentiel auquel nous devons tous travailler. Et nous devons tous y travailler tout en étant conscients qu'en effet, il y a des différences entre les cantons. Ces différences sont parfois totalement compréhensibles, parfois un peu moins compréhensibles par la population. Il faut faire de la pédagogie, de l'éducation, et puis il faut que pour certaines décisions, évidemment, le fédéral donne des lignes d'orientation de manière à ce que les cantons puissent de manière efficace contrôler la situation, qui passera peut-être par des contraintes supplémentaires sans qu'elles ne soient exagérées, de façon à ce qu'on puisse tous ensemble continuer à se battre pour sortir de cette situation qui, au fond, est là pour, en tout cas, 6 à 9 mois. Je dirais qu'on fera le bilan de cette situation de manière appropriée au sortir du printemps. Merci beaucoup, Didier Pittet. Merci à vous. Et on va... Désolé de devoir vous quitter. Je vais rejoindre un autre Genevois d'origine sur un plateau de télévision. LCI. Voilà. On ne va pas dire son nom. Voilà, oui, je ne l'ai pas dit. Merci beaucoup, en tout cas, à vous d'avoir été présent. Madame Masseret, ces tests, j'imagine que l'OFSP doit ces tests dits rapides, l'OFSP doit les homologuer. C'est bien ça? Non, c'est pas tout à fait ça. L'OFSP ne peut pas les homologuer, donc la mise sur le marché de ces tests dépend d'une certification internationale. Ce que fait l'OFSP, c'est que l'OFSP doit faire des recommandations quand et comment utiliser ces tests et surtout comment interpréter les résultats. Il faut éviter de se leurrer sur ce que sont ces tests. Aucun test ne peut exclure une infection chez quelqu'un puisqu'il faut un certain temps entre le moment de l'infection et le moment où le test devient positif, il faut quelques jours. Donc si une personne a un test négatif, il faut d'abord que le prélèvement ait été fait correctement, puisqu'actuellement on parle toujours encore de faire des frottis au fond du nez, de la gorge. Si le frottis est mal fait, on peut avoir un test négatif même chez une personne qui est infectée, d'une part. D'autre part, peut-être si le prélèvement est bien fait et qu'il est négatif, vous pouvez avoir une certaine garantie que la personne ne va pas être contagieuse pendant la durée du vol, par exemple, si le test est fait juste avant le vol, mais vous ne pouvez pas exclure que dans les jours qui suivent, la personne devienne contagieuse sans le savoir, comme les autres. Donc, c'est pas la panacée, c'est pas la baguette magique. Il faut voir aussi qu'il y a des questions de disponibilité des tests. Donc, si idéalement, il faudrait faire un test chaque jour, mais je ne sais pas qui aurait la patience de faire chaque jour un test. Et puis, si on aurait assez de production et si on aurait assez de moyens financiers pour ça.
Ensuite, si quelqu'un fait un test rapide 3 jours avant de monter dans l'avion, quelle garantie vous avez qu'il a fait le test correctement? Quel certificat vous avez pour garantir que c'est un vrai test négatif? Donc il y a plein d'aspects logistiques et pratiques qu'il faut prendre en compte pour mettre en place vraiment une, entre guillemets, stratégie de test qui inclurait les tests rapides. Mais l'OFSP y travaille effectivement, et dès qu'il y aura des résultats, des validations en cours, on sera prêt certainement à faire des recommandations. Alors, peut-être vous voulez répondre sur ces tests, c'est pas la panacée, dit l'OFSP? Disons ça, on peut pas, on n'est pas médecin, je veux dire, on suit. Après, le côté administratif de tout ça, c'est clair que ça demande une attention spécifique, parce que sinon ça marche pas. Et d'ailleurs, nous sommes plus que conscients, si jamais on essaie de faire un pilote, il n'est pas juste le test, il y a tout un environnement où on peut vraiment tracer d'où vient la certification, qu'on puisse à tout moment générer, par exemple sur un téléphone, un code QR, c'est-à-dire un code qu'on peut lire, qui peut dire quand le test est final, quel est le résultat pour qu'on puisse intégrer dans le processus. Parce que il faut être clair. Et je pense là, les aéroports peuvent vraiment amener une expérience, comment on gère ce type de situation opérationnelle. Parce qu'on a plusieurs situations opérationnelles où on doit être capable de retrouver une personne, de savoir où il est passé, qu'est-ce qu'il va faire et autres. Et je pense que c'est pour ça que notre approche, ce n'est pas dire au médecin qu'est-ce qu'il doit faire, parce que comme j'ai dit, on n'est pas médecin, mais c'est plutôt d'offrir une collaboration pour dire quelque part, on a peut-être chacun des expériences à mettre sur la table pour essayer des nouveaux protocoles, parce qu'on ne sait pas si ça marche. Mais quand même, on est assez convaincu qu'à moyen terme, la pression va continuer d'augmenter, que les gens veulent avoir des systèmes équilibrés de gestion. Et je pense qu'on ne peut pas juste faire non plus abstraction de ce qui est en train de sortir aujourd'hui. Et je reviens quand même pour une ville de Genève qui est très orientée exportation Genève internationale. On a un peu une responsabilité aussi en tant qu'aéroport de participer et soutenir dans le domaine où on maîtrise réellement tout ce qu'on peut faire pour relancer ça. Parce que, comme on l'a dit, il y a les 33 000 postes, mais il y a plein d'entreprises autour. Vous avez tout seul sur le site aéroport, vous avez 200 entreprises. Il y a toute l'exportation qui dépend de ça. Et là, on joue quelque part aussi le futur. Même si peut-être c'est amené de changer, mais quelque part, aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas d'un jour à l'autre déclarer « je ne fais plus d'exportation, je garde tout chez moi ». Et c'est là où on voit l'idée. Et je pense justement, comme les aéroports ont été déjà à la pointe avec le médecin de frontière, avec l'OFSP, même avant que la crise a même réellement touché la Suisse, de réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire, ben nous, on demande juste un peu la même collaboration pour pouvoir réfléchir un peu plus longtemps et peut-être même avoir la Suisse qui définit un protocole qui est après repris par les autres, parce qu'on voit quand même que les discussions sur le niveau européen d'un alignement des pays sont extrêmement compliquées. Pour la petite histoire, d'ailleurs, ce débat prévu pour les 100 ans de l'aéroport de Genève a été prévu en fin 2018, donc bien avant l'épidémie de la Covid. On réfléchissait à la propagation des épidémies et à la manière d'y contrer. Nous avons vécu le SRAS. Je pense, bien sûr. Comme il a été dit tout au départ, tous les vecteurs de voyage ou de transport sur des grandes distances sont aussi des vecteurs qui peuvent amener soit des crises économiques, soit des crises maladies. Et on a, d'ailleurs, même avant que la crise Covid a commencé, on a eu plusieurs fois des patients d'Ebola qui sont arrivés à Genève Aéroport. On a eu un protocole développé ensemble avec l'OFSP, le médecin de frontière et les HUG pour comment évacuer les gens, comment on fait. Il faut quand même savoir que nous avons nos propres ambulanciers sur site. Je veux dire, on est vraiment un partenaire qui est là parce que ça nous arrive quand même régulièrement de devoir traiter ce type de cas. Et même durant la crise, on a eu plusieurs cas où il y a eu des personnes déclarées potentiellement infectées par le Covid. Alors on a dû dérouler toute une procédure d'isoler les gens proches pour les mettre de côté, d'évacuer la personne potentiellement malade pour tester ça. Et peut-être autre exemple qu'on a plutôt bien fait le boulot,
dans toute l'entreprise qui est quand même très orientée vers des passagers, où on aurait pu penser il y a beaucoup de malades, on a eu sur toute la durée maintenant 27 cas de Covid, aucun cas grave, heureusement. 27 cas depuis le début de la pandémie, à l'aéroport. À l'aéroport. Parmi les passagers ou parmi non, parmi les employés. D'accord. Et de ces 27 cas, il y a plus que la moitié qui se sont infectés, pas à l'aéroport, mais dans le cercle privé. Alors, si vous permettez, on va passer tout à l'heure à vos questions, les questions du public, les questions aussi qui ont été posées par les gens qui nous suivent en ligne sur Facebook Live. Évidemment, j'ai envie de me tourner vers vous, professeur Flao, pour vous dire le vaccin changerait tout et serait la solution, évidemment, pour tout le monde. Où en est-on pour faire un point rapide des percées et des attentes sans boule de cristal ces prochains mois? Alors déjà, il y a plus de 130 vaccins candidats qui sont en cours. 130 Oui. Sur les 130, il y en a une quarantaine qui sont en cours d'essais cliniques, c'est-à-dire que les autres, ils sont en essais précliniques encore, sur l'animal ou bien en laboratoire. Donc c'est une énorme course planétaire pour gagner le trophée qui est l'autorisation de mise sur le marché. Mais pour ça, il faut prouver qu'on est à la fois sûr et efficace. Il y en a aujourd'hui un certain nombre, 11 vaccins différents, c'est beaucoup quand même, hein, qui sont en essai de phase 3, c'est-à-dire le dernier essai avant la ligne d'arrivée. 11. Ça ne veut pas dire que les 11 vont franchir la ligne d'arrivée. Il y en a qui peuvent, malheureusement, on a vu, je ne sais pas ce qui lui arrivera, mais on a vu celui d'AstraZeneca qui a été stoppé cet été parce qu'il y a eu des effets indésirables graves, puis qui est reparti partiellement. Les vaccins, il y en a 4 types. Pour faire rapide, il y a des vaccins qui sont inactivés, c'est des Chinois principalement qui les développent, et qui sont, je dirais, des braves vaccins. C'est-à-dire que ceux-là, ils devraient arriver ils sont en phase 3, ils devraient arriver assez rapidement sur le marché. Pourquoi je dis braves vaccins? Parce que c'est le même procédé que celui du vaccin de la grippe, disons. Ce n'est pas un vaccin très efficace, c'est quand même un vaccin qui empêche les complications et la mortalité, en particulier chez les personnes âgées. Donc on serait content d'avoir ce type de vaccin. Et puis ce n'est pas un vaccin qui fait très peur, parce que c'est un procédé très ancien de fabrication des vaccins. Donc celui-là pourrait être relativement rapidement sur le marché. Oui, c'est un vaccin qui est tué, on vous injecte un vaccin tué, donc il y a les antigènes et vous faites une réponse immunitaire. Un peu plus raffiné, il y a les vaccins qui sont basés sur la protéine spike. C'est-à-dire qu'on n'injecte pas tout le virus mort, on injecte uniquement une protéine faite et là vous faites une réaction immunitaire contre la protéine. Là aussi, il y a des vaccins qui sont bien avancés sur ce sujet-là. Et puis après, si on avance un peu dans l'innovation, il y a des vaccins qui sont portés par des vecteurs viraux, c'est-à-dire qu'on vous injecte un virus, c'est un adénovirus le plus souvent. L'Institut Pasteur à Paris fait un virus de la rougeole atténuée. Donc ce virus n'est pas dangereux pour vous. L'adénovirus, il ne va même pas se multiplier, mais il va transporter le matériel génétique à l'intérieur de vos cellules. C'est un petit peu plus innovant, puis quelque part, on vous injecte quand même quelque chose, un virus vivant. Et sur ce type de vaccin, il faut les mettre à moins 80 degrés, et vous n'avez pas de frigo chez vous à moins 80 degrés, donc c'est un peu plus compliqué sur le plan de la logistique. Il devrait aussi arriver prochainement, on va dire en tout cas au cours de l'année 2021, au moins 1 ou 2 de ces vaccins. Et puis, tout en haut de l'innovation, il y a les vaccins à ARN messager. Ça, c'est un vaccin où on vous injecte le matériel génétique qui va permettre de produire la protéine spike, la fameuse protéine que l'on veut, contre laquelle on veut s'immuniser. Et ça, c'est très, très innovant. Il n'y a aucun vaccin qui existe sur le marché comme ça aujourd'hui. Ce sont les Américains, Moderna. C'est Moderna en particulier, c'est les Américains. Et oui, je n'ai pas parlé le vaccin virus. Donc il y a les Chinois, il y a les Chinois rapidement. Vous savez, le Sputnik. Il y a les Russes, voilà. Sputnik. Et puis Moderna, il y en a d'autres. Les Anglais en font, mais Moderna fait le vaccin ARN. Alors le vaccin ARN, la seule chose, c'est qu'il va probablement soulever des craintes chez les gens parce qu'il est totalement innovant. Ça va peut-être être un changement radical dans la politique vaccinale parce qu'on va avoir quelque chose qui n'est pas très cher à produire, qui est peut-être très, très efficace et peut-être très bien toléré, mais il y a quand même un peut-être. Bien sûr, il y a des essais cliniques sur près de 30 000 personnes, mais on va avoir une expérience prochaine sur des millions de personnes très probablement. Madame Masseret, sur l'espoir, c'est quand même le vaccin.
Oui, c'est un des espoirs. En tout cas, ça serait, voilà, on compte pas que là-dessus, on compte aussi sur toutes les autres mesures de prévention, mais c'est vrai que le vaccin changerait vraiment la donne si on a un vaccin efficace et sûr et qu'on arrive à en produire suffisamment pour pouvoir immuniser au moins 60% de la population et d'avoir une protection immunitaire de groupe. Ce serait vraiment l'idéal, bien sûr. Parce qu'on l'a quand même senti ce soir un peu dans ce débat, mais en lisant la presse ces derniers temps, cette unanimité de mars-avril au plus fort de la crise, ces applaudissements sont en train quand même cette unanimité est en train un peu de tomber. Vous avez des pressions, notamment des milieux économiques, qui vous demandent de limiter les quarantaines, etc. Donc on sent bien que les préoccupations économiques commencent à augmenter par rapport à cette pandémie. Oui, bien sûr, les défis sont grands. Hein. On a tous cette volonté qu'on puisse continuer la vie économique et sociale tout en prévenant la propagation du virus. Mais ça demande vraiment de très bonne collaboration de tout le monde. D'abord de chaque individu qui doit vraiment comprendre le rôle qu'il a à jouer, sa propre responsabilité individuelle. Et puis ensuite la responsabilité justement de tous ces milieux de l'économie. S'ils veulent pouvoir continuer à pratiquer toutes ces activités économiques et commerciales, ils doivent mettre en place de manière conséquente les plans de protection dont les exigences sont définies par la loi en vigueur. Et puis, je crois que c'est vraiment le plus efficace. Ces plans de protection, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde se lave les mains en entrant dans l'endroit, que tout le monde maintienne les distances, faciliter ce maintien des distances, faciliter, disons, exiger le port du masque quand les distances ne peuvent pas être respectées. Ça paraît simple, mais ça demande quand même beaucoup de persévérance. Je crois que l'université le voit aussi dans la mise en œuvre du concept de protection à l'université. Même si tout le monde sait ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait des gens régulièrement qui rappellent, qui expliquent, qui encouragent. Et je crois qu'on devrait tous contribuer comme ça à pouvoir Et quand faire vous mieux. lisez, Madame Masseret, ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux et même dans la bouche de certaines personnalités, finalement, c'est vrai, ce virus était dangereux dans une première phase. Aujourd'hui, c'est une grosse grippe et rien de plus. Non, alors justement, malheureusement, ça c'est ce qu'on espérerait tous. On aimerait tous qu'il soit plus dangereux, mais ce qu'on voit bien, c'est que pendant l'été, c'est essentiellement des jeunes adultes qui se sont infectés. Donc effectivement, il y a eu peu d'hospitalisations. Mais maintenant que la propagation progresse et progresse rapidement, toutes les tranches d'âge sont touchées. Donc c'est qu'une question de temps qu'on va voir arriver plus d'hospitalisation. Il faut voir aussi qu'on scrute vraiment le virus, on cherche à identifier chaque cas de personnes infectées. Donc on a une bien meilleure connaissance, disons, on détecte une beaucoup plus grande proportion des personnes infectées actuellement que c'était le cas au mois de mars. Au mois de mars, on détectait peut-être 1/10 des personnes infectées. Donc quand on avait 1000 cas par jour, c'était rien du tout, disons, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on a maintenant. Quand on détectait 1000 cas par jour au mois de mars, ça correspondait probablement à 10 000 personnes infectées, et c'est à ce moment-là qu'on avait l'explosion des cas dans les hôpitaux. Quand on a découvert l'épidémie, on n'avait pas encore assez de tests pour tester tout le monde. On a découvert l'épidémie dans un moment où il y avait déjà énormément de personnes infectées et donc beaucoup d'hospitalisations. Et à ce moment-là, c'était très difficile à contrôler. Donc il faut absolument qu'on prenne les mesures maintenant, parce que quand il y aura tellement de cas qu'on aura beaucoup d'hospitalisations, ce sera très difficile à contrôler parce qu'il y aura vraiment beaucoup trop de cas. Merci. Alors, on va passer à vos questions, des questions en ligne. Je crois que des micros vont circuler. Peut-être que vous pourrez vous annoncer, les micros qui seront par ailleurs désinfectés entre chaque intervention, je le précise. Toutes les mesures sanitaires sont prises ce soir. Alors, si certains d'entre vous souhaitent s'exprimer, levez la main. Je peux juste dire encore une chose dans l'intervalle sur la relation entre l'économie et la santé. C'est aussi que
la Suisse serait un pays attractif pour le tourisme si on a des nombres de cas qui sont maintenus bas. Donc on a tout intérêt aussi à maintenir le nombre de cas bas en Suisse pour que la Suisse reste attractive et puis d'être aussi un pays sûr au point de vue de nos mesures de protection. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non. Est-ce qu'il y a eu des questions? Voilà, monsieur. On va vous donner un micro. Vous m'entendez? Oui, si vous parlez bien fort et que vous mettez votre micro, okay. Voilà. Le titre ce soir, c'est « Comment les aéroports contribuent ». Alors, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, il y a l'aéroport de Lyon, avec beaucoup de vols et de passagers venant des zones à risque. Et entre Lyon et Genève, évidemment, il y a le transport public, il y a le train, il y a le car. Comment est-ce qu'on évite que quelqu'un qui arrive dans un des aéroports et qui devrait être en quarantaine s'échappe en traversant la frontière? Voilà, vous avez... Alors, Monsieur Schneider ou... Alors, enfin... je ne suis pas le spécialiste total et je laisse compléter. Oui, mais... D'abord, j'aimerais juste ajouter que aussi la France a des règles assez strictes sur les pays à risque et qu'est-ce qu'il faut faire quand on vient des pays à risque. Ce n'est pas non plus n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous rentrez en Suisse par un avion, vous avez une mesure de contrôle très très précis parce que vous savez d'où est venue la personne, même si elle a changé à un moment l'avion. Si quelqu'un vient, et je ne parle même pas en transport public, mais même en voiture, et on l'a vécu quand la Suisse a déclaré l'Espagne comme pays à risque, en traversant la France, quand vous sortez de la France, ce n'est pas évident de voir d'où vous venez. Alors je dirais, de ce fait-là, les aéroports ont plutôt appliqué des contrôles plus avancés et l'information plus avancée, d'ailleurs en collaboration avec l'OFSP, pour justement donner les informations à tous les arrivants, d'où ils venaient et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Après, la difficulté, c'est pour un territoire frontalier comme Genève, c'est que peut-être les règles ne sont pas forcément les mêmes entre les deux pays, qui peut après donner des situations un peu, compliquées à expliquer. Alors ça, c'est quelque chose que, en tout cas, beaucoup de gens aussi du monde du tourisme, ça demande, mais on est clair, c'est très difficile à obtenir, c'est qu'aujourd'hui, un des autres grands défis, c'est le fait que tous les pays ont un peu des politiques différentes. Et c'est de temps en temps absolument impossible à comprendre qu'est-ce qui se passe entre l'un ou l'autre pays. Et ça peut donner des situations assez incroyables et je peux me tromper, hein, avec cet exemple, je me laisse corriger volontiers. Mais si vous habitez du côté français, vous pouvez aller dans un pays qui pourrait être un pays à risque de la Suisse, qui ne l'est pas pour la France, mais vous pourrez quand même venir en tant que frontalier travailler en Suisse et vous ne serez pas soumis à la quarantaine. Après, on pourrait faire valoir, il ne reste pas la nuit ici et c'est pour ça qu'il a le droit. Mais je dois dire aussi, quand on discute avec nos employés, on a de temps en temps de ces questions-là où même moi, je ne sais pas trop comment répondre. On prend les lois, on prend les ordonnances et on lit qu'est-ce qui est écrit dedans. Mais c'est vrai que c'est devenu très, très complexe. Madame Masseret, comment être cohérent dans le fond C'est un des grands défis, effectivement. D'une part, c'est vrai que c'est vraiment dommage que les différents pays n'ont pas réussi à s'accorder pour prendre des mesures cohérentes. Ensuite, la loi est claire, c'est toute personne qui a séjourné dans un pays de la liste au cours des 10 jours avant son arrivée en Suisse doit respecter la quarantaine. Donc peu importe qu'il ait atterri à Lyon ou à Genève, s'il veut séjourner en Suisse après avoir séjourné dans un pays à risque, il doit se mettre en quarantaine. On est obligé de faire appel à la responsabilité individuelle. C'est pas au moment du passage de la frontière qu'on attrape les gens et qu'on les met de force en quarantaine. Il y a des gens qui entrent en Suisse effectivement en atterrissant ailleurs et qui entrent par voie terrestre, etc. Donc voilà, c'est la responsabilité individuelle, parce que là où l'aéroport nous facilite les choses, mais aussi les compagnies de bus,
c'est qu'ils nous font des listes de passagers qui nous permettent de faire des contrôles aléatoires. Sachant que ces personnes ont voyagé dans ces pays-là, on peut aller sonner à leur porte et puis dire est-ce que vous respectez la quarantaine? Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Est-ce que vous le faites? Oui. Alors, c'est pas l'OFSP, c'est les cantons qui ont cette responsabilité de faire ces contrôles aléatoires. Donc, on fournit ces listes de passagers de manière aléatoire aux cantons qui font ces contrôles. Et effectivement, ça leur permet de savoir quelle proportion. Donc, c'est une collaboration entre l'aéroport, la police? En fin de compte, pour expliquer, les compagnies aériennes sont censées, quand ils viennent de pays à risque, de distribuer une fiche que chacun doit remplir, qui est après collectée par la compagnie aérienne et transmise aux agents au sol, qui les stockent après et ils les transmettent à l'OFSP, qui, eux, après font le tri pour savoir qu'est-ce qui retourne au canton ou pas. Il y a en tout cas, il y a eu un temps une exception, c'était Zurich, où la police a fait un accord direct avec les compagnies aériennes pour obtenir ces listes aussi. Mais à la limite, rien n'empêche, mais je pense qu'il est important qu'on ait un seul système, qu'on sache à un seul endroit qui sont ces personnes et où ils ont été, et qu'on ne parallélise pas tout, parce qu'après, on ne va plus trop savoir où on en est. Mais ça, c'est un processus. Nous, on a commencé déjà en février pour les vols de Chine avec ce système. On a d'ailleurs fait des premiers contact tracing cards, où on a dû les envoyer en Chine pour qu'ils soient imprimés pour les prendre avec. Je veux dire, ça, c'est un processus qui est relativement, je dirais, pas simple à mettre en œuvre. Je dirais, la seule petite demande qu'on pourrait avoir, c'est un jour que ça soit fait avec un moyen digital qui permettrait d'éviter qu'après, on prend ces piles de listes pour devoir les re-rentrer quelque part pour faire vraiment des recherches simples. Et je dirais, là, il y a comme quelques pays déjà en Europe qui ont commencé dans ce sens-là. Alors, pour répondre à votre question, monsieur, c'est la responsabilité de tout un chacun. D'autres questions? Oui, monsieur? Ou madame? Oui, monsieur. On ne vous voit pas bien. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci pour la conférence. J'avais une question sur l'après-Covid. Donc, une fois que le vaccin sera découvert, qu'est-ce qui est envisagé à l'aéroport de Genève? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il y aura toujours cette liste de pays à risque? Est-ce qu'il y a toujours une quarantaine à faire? Est-ce qu'il y aura besoin d'un certificat de vaccin? Je voulais savoir quelle est votre vision. Alors, d'abord, ce qui seront les demandes, ce n'est pas l'aéroport qui définit, c'est l'OFSP ou le pays. Nous estimons du côté aéroport qu'on va quand même devoir réfléchir, sans vouloir aller vers la sécurité 100%, mais on va probablement devoir réfléchir à qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre processus de screening des passagers pour mieux tenir compte de ce type de risque. Mais ça, c'est quelque chose qui doit se discuter de nouveau avec l'OFSP, parce que ça ne nous servira à rien de détecter quelqu'un si on fera, par exemple, avec des caméras à température. Si après, on n'a pas un protocole, qu'est-ce qu'on fait avec ce cas? Et ça, c'est quelque chose qu'on est aussi en train de discuter avec l'OFSP. Et c'est clair, un moment, on va certainement devoir passer par... Il y a certainement après des pays qui demanderont qu'on ne peut pas rentrer sans être vacciné, par exemple. Il pourrait aussi être envisageable que dans des mois à venir, on aurait des protocoles de test qui permettront que deux pays diront si vous avez le même protocole de test que nous, on va adapter un peu les mesures qu'on prend. C'est tout à fait aussi envisageable. Et c'est clair, là, les aéroports vont jouer un rôle de facilitateur opérationnel. Je répète encore une fois, en tout cas en Suisse, un non-spécialiste n'a pas le droit de faire les tests. Je veux dire, ça doit être fait par une instance habilitée. Ça peut être autrement dans d'autres pays. Alors de ce fait-là, nous, on collaborait avec les instances qui peuvent le faire, on s'échangerait et on soutiendra naturellement ça, parce que nous, notre intérêt, c'est de ne pas créer comme en 2001, après les attaques à New York, que tout d'un coup, le temps d'attente pour prendre l'avion, c'est 3 heures. Nous, on va s'atteler d'intégrer ces mesures aussi souples que possible dans le processus, aussi pour éviter qu'il y ait des queues, qui, eux, sont de nouveau un problème potentiel de vecteur André de Schneider, sans regarder dans la boule de cristal, actuellement, vous avez commencé cette conférence en disant 15% du trafic par rapport à l'an dernier. Vous attendez à ce que ça dure combien de temps encore, cette crise de l'aéroport de Genève? Et on imagine que pour l'instant, vous n'avez pas licencié, mais il y a quand même des conséquences au bout.
Qu'est-ce que vous pouvez dire? Écoutez, alors on n'a vraiment pas la boule de cristal, mais il semble quand même avoir un certain consensus international qu'on pense qu'on va, en tout cas pas avant 2024, atteindre les niveaux d'avant la crise. Donc encore 4 ans. Ça peut aussi dire que les dernières années ou 2 ans, on va être de plus en plus proche. C'est pas qu'on est très loin. On estime aussi aujourd'hui, on pense que probablement la phase difficile de la crise, après la reprise en juillet-août, va quand même pouvoir durer jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine encore. Ça dépendra après de l'arrivée d'autres protocoles de vaccination et autres. Hein. Je veux dire, c'est vraiment là où on dépendra. Mais c'est clair que nous devons nous préparer à vivre, en tout cas, une année 2020 très, très difficile. On va probablement avoir des baisses de trafic de plus que 60%, comparé avec l'année passée. Il faut quand même savoir, Genève Aéroport est une institution autofinancée. On appartient à l'État, mais on ne reçoit aucun subventionnement. Et on dépend quand même, 95% de nos revenus dépendent des passagers. Alors, je vous laisse juste imaginer l'impact que ça peut avoir. Et l'année prochaine, on pense quand même qu'on va être probablement aussi à moins 40% des passagers. Ce qui veut dire, quelque part, on va devoir vivre 2 années plus difficiles, mais nous aimerons soutenir et être acteurs dans les mesures qu'on peut pour, quelque part, faciliter l'arrivée de ces nouveaux moyens, avec pour déjà justement des mesures relancer ça, que ça ne va pas s'éterniser, pas que sur 1 année ou 2 ans, mais sur 3-4 ans. Parce que là, l'industrie va à un moment pas pouvoir suivre et va mourir. On a dit pas de licenciement pour l'instant, à moyen terme. Les licenciements, des mesures économiques que vous devriez prendre? Écoutez, on juge, alors on a annoncé des réductions assez considérables qu'on a essayé de faire sans faire recours à un plan de licenciement, mais après on suit la crise et suivant la gravité, un moment on doit équilibrer les coûts avec les revenus et on ne peut rien exclure, mais c'est clair, ce n'est pas notre première volonté, mais il est vrai que aujourd'hui, autant les compagnies aériennes que les aéroports, mais aussi le tourisme, sont extrêmement gravement frappés. Et c'est aussi une question de durée. Je veux dire, on peut vivre 2-3 mois avec très peu de revenus, mais si ça dure 1 année ou même plus, c'est là où on va arriver aux limites du système. Et j'aimerais juste dire, ça fait quand même partie de l'infrastructure importante pour l'économie globale. Et le tourisme est quand même une partie économique non négligeable de la Suisse. Antoine Flahault, les grandes épidémies ont toujours eu des conséquences sur la manière dont on vit. Hein. On l'a vu dans l'histoire. Hein. Et cette épidémie de la Covid va probablement aussi avoir des conséquences sur la manière dont on vit, peut-être sur les voyages. On va peut-être tout simplement moins voyager. On s'est habitué à faire des conférences en Zoom, on s'est habitué peut-être à visiter son pays, etc. Vous avez pu observer ça? Alors, le jour de la fête de l'anniversaire de l'aéroport Cointrin, j'ai plutôt envie alors qu'il y a 15% du trafic habituel, j'ai plutôt envie de promouvoir le trafic aérien plutôt que de vous dire comment faire pour le freiner. Non, ce que je pense, pour promouvoir le trafic aérien qui peut véritablement changer la donne, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le vaccin. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui un carnet de vaccination international qui est régi par le règlement sanitaire international pour la fièvre jaune. Il y a des pays qui exigent, pour la fièvre jaune, vous ne pouvez pas aller au Brésil si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune. Moi, je vous fais le pari que si nous avons un ou plusieurs vaccins efficaces et sûrs, alors les pays demanderont, lors d'une assemblée mondiale de la santé, que l'OMS mette dans le carnet de vaccination la possibilité d'exiger pour un pays d'être vacciné pour pouvoir accueillir des ressortissants. Et ça changera la donne, parce qu'à ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord pour vous faire vacciner, vous ne pourrez pas rentrer dans le pays, comme pour la fièvre jaune. Et sinon, vous irez vous faire vacciner. Et ce sera obligatoire. On ne pourra pas rentrer en Suisse, peut-être un jour, sans être vacciné contre la Covid-19. Et je me dis que c'est peut-être une des choses qui fera que petit à petit, on tournera cette page de cette pandémie d'une façon en passant par le haut. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne s'agit pas de
voir comment réduire les émissions de carbone. Il s'agit de voir aussi comment la société va, d'une façon soutenable, va pouvoir réémerger de cette crise sanitaire, sociale et économique. Merci. Une autre question? Oui, monsieur. C'est bon? Alors, ouais, voilà, parfait. C'est une question de Facebook qui demande pourquoi avoir réouvert, on va dire, la libre circulation le 15 juin aussi dans les aéroports. Donc pourquoi est-ce qu'on a réouvert les aéroports au même moment où les frontières de la Suisse se sont elles aussi réouvertes? Si j'ai bien compris, pourquoi on a réouvert? J'imagine que c'est sous-entendu, est-ce que les avions, donc les aéroports quelque part, sont un vecteur plus important que le trafic ferroviaire ou le trafic routier dans la propagation des virus? Donc pourquoi avoir aussi réouvert les aéroports au même moment? Donc en filigrane, on veut dire pourquoi n'avoir pas fermé tous les aéroports tout simplement pour stopper la pandémie? J'imagine que c'est ça, oui. Au moment où on a réouvert les frontières, ça paraissait logique qu'on pouvait aussi voyager en avion entre les pays dont les frontières étaient ouvertes. Et si je me souviens bien, c'est à ce moment-là aussi que ont été édictées les règles sur le plan de l'aviation civile sur comment protéger justement les voyageurs, en particulier avec le maintien des distances dans les aéroports, le fait de ne pas voyager quand on est malade, le fait de porter un masque dans les avions. Donc avec toutes ces précautions, avec ces plans de protection, de même qu'on a ouvert des activités en Suisse, on a pensé qu'on pouvait tout à fait ouvrir des activités comme l'aviation. Et d'ailleurs, l'évolution, comme on l'a dit au début de la conférence, a confirmé que voyager en avion en respectant toutes ces précautions, c'est sûr. Ce n'est pas l'avion qui est un problème, c'est les activités qu'on a dans les pays où il y a le virus qui circule. C'est une question, oui. Oui, juste petite. Alors, juste, il faut savoir, entre le 15 mars et le mi-juin, où officiellement les frontières étaient plus ou moins fermées, l'aéroport n'était pas fermé. Hein. On a continué quand même de permettre aux Suisses qui étaient encore à l'étranger de revenir. On a permis à des étrangers qui étaient dans la région de rentrer. Et surtout, on a eu un certain nombre de vols cargo qui ont quand même amené des équipements de protection personnelle, des choses comme ça, qui étaient très, très importants. Donc jamais l'aéroport n'a fermé. Même si pour nous, c'était très difficile à maintenir parce qu'on a eu 150 passagers par jour et très peu d'avions, mais on a quand même aussi un rôle de soutien à la région qu'on a pleinement joué. Il y a eu pas mal de vols cargo jumbo jet qui sont venus à Genève en amenant justement de l'équipement pour les hôpitaux, mais aussi d'autres choses. Et je pense, ça, il ne faut pas oublier. Alors nous n'avons pas ouvert ou fermé durant la crise, on a resté ouvert. La seule chose qu'on a vue, c'est avec l'ouverture dès la mi-juin ou début juin dans l'espace Schengen, ça a augmenté la demande pour voler et ça a permis des compagnies d'affréter de nouveau plus d'avions pour voler. Antoine Flau, je crois qu'en préparant cette conférence, vous m'avez dit que les chiffres, les statistiques montraient que fermer les frontières au trafic aérien, notamment, n'avait pas de conséquences sur les pandémies. Hein. Ce n'était pas une manière d'arrêter la pandémie. Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que cette pandémie a été déclarée comme une urgence de santé publique de portée internationale, c'est-à-dire qu'elle a actionné le règlement sanitaire international dont on a parlé tout à l'heure. Le règlement sanitaire international, c'est un des 2 traités internationaux dans le domaine de la santé. Le deuxième, c'est sur le tabac. Eh bien, la Suisse a signé, comme les 194 autres pays membres de l'OMS, le règlement sanitaire international. Et juste après cette déclaration de l'urgence de santé publique de portée internationale, le directeur général de l'OMS a promulgué une recommandation. Sa recommandation était de ne pas fermer les frontières, était de ne pas fermer les aéroports. Beaucoup de pays ont bafoué cette recommandation. Je ne les citerai pas parce que c'est presque tous. Il y en a un qui ne l'a pas bafoué, c'est la Suisse. Et la Suisse... Excusez-moi, la Suisse est un des seuls pays qui n'a pas fermé. Est un des seuls pays qui n'a pas fermé ses frontières de façon et ses aéroports de la façon dont M. Schneider l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a eu des vols. Il se trouve qu'il n'y avait pas de passagers et que les gens étaient
rester chez eux et que, après, les frontières des passagers, les pays ont fermé eux-mêmes leurs frontières, y compris l'espace Schengen s'est refermé. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, quand Didier Pittet a rappelé que pendant longtemps, la Suisse, en particulier l'aéroport de Genève, a accueilli des vols venant de Chine, on a entendu tous les prophètes de malheur nous dire que c'était une catastrophe pour la Suisse. Or, en fait, comme Didier Pittet l'a rappelé, les chiffres de la réponse et de la réaction de la Suisse par rapport aux autres pays d'Europe sont tout à fait honorables. Donc c'est vrai que la recommandation de l'OMS, qui était de ne pas fermer les aéroports, elle était basée et fondée sur le fait qu'il y a beaucoup de travaux qui existent et qui montrent que, au moment même où on veut fermer les frontières, on est déjà dans une phase où le virus a circulé de façon d'ailleurs assez silencieuse par tous les asymptomatiques qui n'étaient pas détectés, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Masseray. Et ce virus, il avait déjà pénétré dans tous les États du monde. Et ce n'était pas le fait de pouvoir bloquer les frontières avec la Chine qui allait changer les choses. Il fallait juste être vigilant, c'est-à-dire que quand les gens revenaient de Chine, il fallait bien entendu leur imposer la quarantaine, les prélever et mettre tout le dispositif sanitaire nécessaire. Mais il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de travaux qui montrent le rôle très important de l'aérien dans le renforcement des foyers dans le monde. La chose qu'il faut dire, c'est que c'est par le transport aérien que le virus s'est répandu dans le monde au départ, bien entendu. Et on a pu montrer, alors je n'ai pas encore vu ces travaux pour la Covid-19, mais pour la grippe de Hong Kong, il y avait un magnifique travail qui avait été fait par une équipe soviéto-américaine. À l'époque, c'était rare qui collabore sur des travaux de recherche de ce genre, et qui avait, par modélisation mathématique, reconstitué historiquement, ça a été publié en 1985, mais ils avaient reconstitué historiquement la diffusion de la pandémie de Hong Kong à partir de Hong Kong sur l'ensemble du globe. 60. La fameuse 68 qui avait fait... Oui, qui est un peu la première pandémie de l'époque moderne. Pandémie. Il y a l'avion qui est là, il y a des hubs. C'était via l'avion. Voilà. Et c'était lié au transport des gens qui ont apporté le virus de la grippe d'un pays à l'autre. Et bien sûr, donc, le transport des individus, la mobilité, les échanges, la globalisation favorisent l'émergence de ces pandémies, c'est clair, et en tout cas la fulgurance de cette émergence, c'est clair. Mais ensuite, une fois que le processus était déjà installé, ça avait été beaucoup discuté dans la pandémie de sida, et on avait fait des travaux où l'on avait montré qu'il n'était plus rationnel de vouloir bloquer les frontières et de penser que l'étranger allait nous apporter les virus. Les problèmes allaient être locaux, et il fallait les régler localement. Alors, je crois qu'on a encore le temps pour une dernière question. Monsieur. Bonsoir. J'ai une question pour Madame Masseray. Dans le choix de la mise en quarantaine de voyageurs de certains pays, pourquoi l'OFSP ne prend pas en compte la pondération des tests qui sont faits dans ces pays? Si je prends l'exemple des Émirats arabes unis, ils font 10 fois plus de tests par jour que la Suisse. Donc statistiquement, il y a plus de cas positifs. Et également, pourquoi on ne prend pas en compte aussi les protocoles qui sont mis en place dans ces pays, qui quelquefois sont beaucoup plus stricts de ce qu'on a en Suisse? Oui, c'est parce que c'est difficile justement de prendre en compte tous ces paramètres. Donc on a décidé de faire simple et d'utiliser le paramètre 60 pour 100 000 dans les 14 derniers jours, partant du principe que même si on teste beaucoup, c'est quand même le nombre de résultats positifs qui compte le plus, enfin la densité de résultats positifs par rapport à la population qui compte le plus comme marqueur du risque de s'infecter. Mais on sait que c'est évidemment imparfait comme système. On n'a pas trouvé un système parfait. Et tenir en compte aussi les mesures qui sont prises dans chacun des pays. Bon, si ces mesures sont efficaces, le nombre, donc l'incidence diminue et ensuite on peut enlever ce pays de la liste. C'est ce qu'on a fait régulièrement ces derniers temps. Chaque semaine, on réévalue et on enlève de la liste les pays qui ont diminué leur incidence.
Voilà, une lutte contre une pandémie qui ça. Encore une dernière question. Oui, allez-y, rapidement. Merci d'avoir tourné la tête à droite. Je vous remercie, Madame Masseret. D'ailleurs, la question s'adresse à vous. Nous entendions précédemment, plutôt dans cette conférence, le professeur Flao qui nous disait que finalement, dans certaines régions ou certains pays de l'espace Schengen, le risque était moins élevé qu'en Suisse et que dès lors, la question de la quarantaine au retour méritait d'être posée. Ouais. Ben voilà, je vous la pose, Madame Masseret. À quand la suppression de la quarantaine pour les voyageurs au retour de l'espace Schengen? Je ne peux pas vous dire quand, mais je peux vous confirmer que c'est en discussion et en évaluation, effectivement, d'adapter ce dispositif pour les voyages dans les pays à risque, de l'adapter au fait que la Suisse a maintenant augmenté son incidence assez fortement. Oui. La question mérite d'être posée en ce sens que je dévoile ici mon activité. Henri-Pierre Galetti, je suis le directeur de TCS, la division voyage. Nous sommes également impactés encore plus fort que l'aéroport de Genève, 90% de baisse de chiffre d'affaires cette année par rapport à l'année passée. On peut imaginer que 50 à 70% des agences de voyage vont devoir fermer leurs portes dans l'année encore cette année 2020 ou 2021 si des mesures ne sont pas prises pour supprimer ou amortir la peur de voyager. Parce que c'est bien de ça qu'on parle à un moment donné, c'est la peur de voyager. Et à partir du moment où des quarantaines sont supprimées, c'est une manière qui est très directe, qui permet aux gens de redémarrer avec leur envie de voyager, parce que depuis la guerre du feu, les gens ont envie de voyager. Merci pour votre intervention, monsieur, qui est une conclusion à tout ce débat où on a bien vu la tension entre l'attention sanitaire indispensable pour contrer une pandémie qui, vous l'avez répété, Madame Masseret, est dangereuse, et les préoccupations économiques qui impactent aussi sur la société, sur la vie en société. Merci à nos invités d'avoir été présents. Merci Madame Masseret qui a fait le déplacement de Berne à Genève malgré un emploi du temps qu'on pense très très chargé. Merci Antoine Flao et merci André Schneider. Merci à vous également d'avoir été présents.